Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Et aujourd'hui, on attaque notre 5e équipe, je crois, de Pro Team. On a déjà fait un premier tiers du chemin, grosso modo. Ça va pas être l'équipe la plus sympathique, ça va pas être la vidéo la plus sympathique, parce qu'on est quand même sur l'équipe, je pense, la plus mauvaise de 2e division. Avec Novo Nordisk, elle se tire un petit peu la bourre pour savoir laquelle des deux est la plus mauvaise. Donc on va revenir sur la saison 2021 de Burgos BH, on reviendra sur la saison 2022, on parlera de la saison 2022 de cette équipe, mais avant tout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, notamment sur les réseaux sociaux. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la saison 2021 de Burgos si vous l'avez regardé. N'hésitez pas à parler également de ce que cette équipe est capable de faire en 2022 et on parlera également des transferts. Je crois que j'ai même oublié d'activer les transferts. Oui, j'ai oublié de les mettre. 4 transferts, voilà. On parlera de tout ça et on commence tout de suite. Avec Burgos, la saison 2021 de la Burgos, c'est compliqué, c'est facile en termes de victoire, il n'y en a pas. C'est une équipe qui a fait 0 victoire. On est en 2e division, elle n'a pas été capable de gagner une course, même une course espagnole, je dirais, de plus petite division. Donc là, déjà, c'est assez extraordinaire. Alors, je sais bien que c'est un tout petit budget, Burgos. Mais dans ce cas-là, si on n'a pas le budget suffisant pour être performant en 2e division, autant rester en continental. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on est en 2e division, on attend un minimum de professionnalisme et de résultats. Je pense qu'on doit attendre un minimum d'un effectif. Et avec Burgos, on voit tout le problème de ce système de première, deuxième, troisième division, qui a été, je rappelle, créé en 2005. Le World Tour, ça a été créé en 2005. On va expliquer un petit peu comment ça se passait. Dès le départ, normalement, au niveau du World Tour, on devait avoir des montées descendantes. Ce qui n'est jamais arrivé. Je crois par Cervélo, qui est monté de 2e en première division, une année. Mais sinon, il n'y a jamais eu... Et Garmin, je crois, est resté 2 ans en 2e division. Garmin, c'était en 2007. Je crois en remportant 2 fois le classement de 2e division. Donc c'est là où il y a toujours eu un problème avec ce système-là. Parce qu'il n'y a pas de montée descendante et que vous n'êtes pas éliminé si vous avez des mauvais résultats, parce qu'on dit que économiquement, si vous avez un sponsor qui a une durée qui reste pendant très longtemps, vous pouvez rester en 2e division ou en World Tour. En fait, c'est surtout l'aspect économique qui est important pour rester dans les premières divisions, en World Tour et en 2e division, mais surtout en World Tour, on demande à ce que le sponsor soit fiable, c'est-à-dire que vous ayez un sponsor qui ait des garanties sur 3-4 ans, ce qui n'empêche pas notamment le cas NTT et le cas Quebec Annexatch, ou le cas Katusha aussi, qui sont arrêtés, je dirais, presque du jour au lendemain. Et il y en a eu quelques cas comme ça dans l'histoire du cyclisme. C'est aussi pour cette raison que à une époque Cofidis était en 2e division. Alors Cofidis, au moment où ils étaient en 2e division, ils avaient un effectif de World Tour. Je rappelle qu'en 2005, il y a déjà un énorme problème. AG2R est en 2e division en 2005. Un AG2R doit avoir une invitation en 2005 pour participer au Tour de France. AG2R, quoi. Je sais bien que le AG2R de 2005, c'était pas le AG2R Citroën d'aujourd'hui, mais quand même, il y avait un effectif intéressant chez AG2R. Donc il y a toujours eu des problèmes avec ce système du World Tour, et on le voit avec Burgos. Burgos n'a aucun intérêt à être en 2e division aujourd'hui, mais comme ils sont en 2e division depuis longtemps, qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes espagnoles, aujourd'hui, en 2e division, on pourrait avoir Vorarlberg, qui pour moi est une équipe qui tient la route en Allemagne. Vorarlberg, c'est une équipe qui est très intéressante. Rival, qui est une équipe danoise, c'est également un bel effectif. Efapel au Portugal, c'est aussi un effectif qui est solide. Aujourd'hui, Efapel. Et vous avez quelques autres équipes qui pourraient être en 2e division aujourd'hui. Autre que Burgos, et qui serait en capacité d'être... je te parle même Gosport, ou Saint-Michel Aubert 93, ils ont quand même 4 victoires, eux ils en ont 0.
Et l'effectif de Saint-Michel-Aubert 93, même s'il y a moins de coureurs, il est de meilleure qualité que l'effectif de Burgos. Il y a toujours eu un problème avec ce système-là, parce qu'au final, le système World Tour n'a absolument pas changé du système qu'il y avait avant le World Tour. C'est-à-dire qu'avant le World Tour, vous aviez ce qu'on appelait les groupes sportifs 1, groupe sportif niveau 2, groupe sportif niveau 3. Ça dépendait en fait de l'effectif et surtout c'était financier. C'est-à-dire que vous étiez classé en première division, deuxième division, troisième division. C'était financièrement, la qualité de l'effectif un peu. C'était surtout financièrement, c'est-à-dire l'argent que vous aviez dans l'équipe. Et les résultats pouvaient compter dans certains cas, c'est-à-dire que la Gerolsteiner, je crois, avait commencé deuxième division, était passée première division. Je crois que Casino aussi, il y avait eu des petites montées. Eh bien, le système avant marchait mieux qu'aujourd'hui, au niveau des montées et des descentes. Or, techniquement, quand on l'a changé en 2005, c'est qu'on disait que le système ne marchait pas. Sauf qu'aujourd'hui, le système ne marche toujours pas. Alors, pour une énième fois, l'UCI nous dit on va vraiment mettre en place les montées et les descentes. Ok, moi j'attends de voir. Pour le moment, c'est toujours pas là. Parce que c'est inadmissible qu'une équipe de deuxième division soit pas capable de gagner une course dans l'année. Une course, quoi, chez Burgos. Le seul résultat qu'ils ont eu d'important, c'est le championnat d'Espagne de cyclocross. À part le championnat d'Espagne de cyclocross, ils n'ont rien gagné. C'est quand même faible, quoi. Puis le championnat d'Espagne de cyclocross, bon, niveau de l'Espagne en cyclocross, c'est pas foufou, quoi. Donc c'est assez incroyable. Alors je sais bien qu'on nous dit, oui, mais il y a une structure derrière de formation, de mettre en avant le cyclisme dans cette région. Oui, mais bon, Saint-Michel, Aubert 93, il prône également la promotion du cyclisme dans leur région. Ils sont pas en deuxième division, ils sont en troisième. Bon, faut pas déconner non plus, quoi. Donc, je peux parler un peu des résultats majeurs de la saison de Burgos, mais bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a une 5e place sur les boucles de la Madienne pour Diego Rubio, Angel Madrazo, qui a fini 2e de la Vuelta Ciclista de la région de Murcie, Daniel Navarro qui a fini 24e du Tour d'Espagne, 6e de la Ruta Delhi pour Andrés Fuentes et Jesus Esquerra qui a été 6e de la Vuelta Ciclista de la région de Murcia, Costa Calida. Tour de l'Algarve, 10e pour Daniel Navarro aussi. Enfin, ce sont des résultats qui sont quand même assez moyens. Et puis, bon, quand tu regardes l'effectif, voilà quoi. L'effectif fait un peu de la peine quand même au final. Les résultats sont pas bons. Les résultats sont pas bons, l'effectif est pas bon. Enfin voilà, ça manque grandement de quelque chose dans cette équipe, quoi. C'est là où c'est un peu triste. Donc on va pas parler des victoires 2021 vu qu'il y en a pas. Ça va nous faire sauter une catégorie. On attaque tout de suite les transferts. J'ai pas beaucoup plus parlé de la Burgos parce que c'est quand même une équipe qui est un peu invisible aujourd'hui. Financièrement, la Burgos, bon, ça va pas fort. Je rappelle que tous les coureurs, pour le moment, ont un contrat de 1 an. C'est-à-dire que tous les coureurs sont techniquement en partance à la fin de saison. Bon. Mais c'est pas compliqué que de comprendre que, de toute manière, il y a beaucoup de coureurs qui n'ont même pas le niveau professionnel. Il y a un moment... Bon, l'Angelotti, le monégasque, il n'a pas le niveau professionnel, quoi. Faut arrêter de déconner. Bon, on passe au transfert. Du côté des arrivées, on a Michael Reim qui vient de HRE Mazowieckie Serce Polski, une équipe polonaise. Mais il faut savoir que Michael Reim est passé par Israël, notamment dans sa carrière. Donc c'est un coureur qui a déjà connu le World Tour, qui a été champion d'Estonie également, il y a quelques années. On a Oscar Pellegrini d'Electro Hyper Europa, Adrien Moreno qui vient de Vorarlberg et André Dominguez qui vient de FAPL le portugais. Les départs, on a Edwin Avila qui n'a toujours pas trouvé de point de chute comme Willy Smith qu'on avait vu dans pas mal d'échappées une année sur un tour d'Espagne. Juan Felipe Osorio rejoint l'équipe continentale Orgullo Pesa. Raume Sureda a pris sa retraite. Carlos Canal rejoint Euskaltel à Euskadi.
et Isaac Canton qui rejoint Manuela Foundation Continental. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Manuela Foundation qui avait failli racheter EF pendant le confinement 2020. Vers avril-mai, il y avait eu le projet de racheter EF et que EF devienne Manuela Foundation Continental, sauf que c'était un projet tellement foireux au niveau financier qu'au final, ils sont restés dans cette équipe. Donc voilà, il n'y a pas eu de changement. Et au final, EF maintenant a un autre co-sponsor, mais on n'a jamais eu l'équipe Manuela Foundation en World Tour. On a failli l'avoir. Devait aussi racheter une équipe féminine, ça s'est pas fait. Enfin, il y a eu plein de problèmes avec Manuela Foundation, donc je suis pas sûr que pour Isaac Canton, ça soit un bon choix de carrière. Du côté de l'effectif 2022, donc peu de changements, et puis ça va pas enquiller les victoires, quoi. Hein. Normalement, à part miracle, c'est une équipe qu'on devrait voir beaucoup de fois dans les échappées, mais apparaître dans les échappées, je vois pas ce qu'ils sont en capacité de faire de mieux. Il y a un ou deux coureurs, je dirais, il y a Jetsebol, il y a Madrazo et Navarro qui sortent un peu du lot. Après, derrière, Michael Rem, oui, un peu, mais sinon derrière, ça fait quand même un peu l'océan de coureurs qui n'ont rien à faire là, en fait. C'est-à-dire, cette équipe-là, pour moi, n'a rien à faire en deuxième division. C'est le cas depuis de nombreuses années. Mais bon, ça a toujours été le problème de cette deuxième division qui est un peu fourre-tout. C'est qu'à une époque, Delco, alors sur la fin, Delco méritait d'être en deuxième division. Il y a une époque, quand il s'appelait One Team Provence, je sais plus quoi, au tout début, quand ils sont passés de la Pomme Marseille à l'autre nom d'équipe, ils n'avaient rien à foutre en deuxième division non plus. Donc c'est un peu du n'importe quoi parfois. On passe aux coureurs, donc Daniel Navarro qui a été équipier notamment de Contador pendant une grande partie de son début de carrière, et puis ensuite qui a décidé de devenir leader chez Cofidis, qui a eu des bons résultats à une époque du côté de la Cofidis, 10e quand même d'un Tour d'Espagne en 2014, 9e d'un Tour de France en 2013, ça c'était également chez Cofidis. Mais ensuite, ça a été plus compliqué sur la fin du côté de la Cofidis. Il est parti pour Katusha. Bon, Katusha s'est arrêté, ensuite Israël, et puis il a rejoint Burgos l'année dernière. Il a rejoint Burgos assez tardivement en 2021, parce qu'il a rejoint l'équipe qu'au mois de mars. Il a cherché une autre équipe désespérément pendant quelques temps. Il a 38 ans. Bon, tu sens que ça sent quand même plus sa fin de carrière que le début. Il y a quand même une 16e place lors de l'étape numéro 20 du Tour d'Espagne. Une 12e place lors de l'étape 14. 3e du classement de la montagne de la route d'Occitanie également. 10e du général du Tour de l'Algarve, 4e du Tour des Asturies. Donc ça reste des résultats plutôt bons pour cette équipe Burgos, pour Daniel Navarro. Cette année, finir sur une bonne note, je pense que c'est l'objectif. Daniel Navarro, c'est quand même un coureur qui a été un peu décevant, je pense. Ça fait partie de ces coureurs qui étaient des très bons lieutenants, qu'il a été un très bon lieutenant de Contador, mais qui n'ont jamais réussi à être véritablement leader d'une formation. C'est ce qu'on attendait de lui chez Cofidis, et il n'a jamais réussi à être leader. Pourtant, c'était son objectif. Il avait quitté Contador, c'était son objectif en 2012, d'être leader, mais il n'a jamais réussi à prendre vraiment la main. C'est un peu dommage parce que c'est un très bon grimpeur, un très bon coureur de grand tour, mais à part sa 10e place sur la Vuelta, il n'y a pas grand-chose d'autre, alors que c'est un coureur qui avait un énorme potentiel, qui a battu un énorme travail, notamment à l'époque d'Astana, pour Contador, mais même à la Saxo Bank. Mais derrière, jamais vraiment très bon en tant que leader. Jetsebol, qui, je pense, le coureur qu'on a énormément vu en échappée. J'ai jamais su si c'était le frère. Je crois que il n'est pas du tout de la même famille que Chesbol, je crois. Il a longtemps été chez Rabobank, comme bon coureur néerlandais qui se respecte et qui a commencé dans les années 2000. Et puis ça fait maintenant depuis quelques années qu'il est chez Burgos. Il n'y a pas eu de grands résultats chez Burgos, mais il a pris beaucoup d'échappées. Il a pris notamment parfois des places d'honneur sur des étapes de la Vuelta. On l'a beaucoup vu en échappée cette année sur la Vuelta. Il n'a pas été vraiment en réussite. C'est un peu un roule toujours. Jetsebol, donc c'est pour ça que c'est un coureur que je vais suivre, parce que quand vous regardez dans l'effectif étant tellement pauvre
qu'il y a un moment, faut trouver un petit peu des trucs à se mettre sous la dent. Jet Sebol, en tant que baroudeur, ça fait partie des bons éléments. Gabriel Müller, le seul Français de cet effectif qui est né à Bondy, qui a 36 ans, mais qui a une carrière assez atypique vu qu'il est professionnel que depuis 2 ans. Il est passé également par cette fameuse équipe Cambodia Cycling Academy. Voilà, équipe qui était financièrement plus que bancale et plus que... On s'est toujours demandé d'où venait l'argent. Et s'il y avait vraiment de l'argent, qu'il y avait des coureurs qui n'étaient pas payés, il faut le rappeler. 2019, il a été dans le team d'Ifferdange, mais je crois que c'était une équipe amateur à l'époque. C'est un coureur qui a commencé le vélo à 30 ans. Voilà, et qui en a maintenant 36. Donc dernière saison également normalement, à ce qu'il arrivera à trouver un contrat. Bon, c'est quand même un coureur qui a réussi à être hors délai de la première étape du Tour du Luxembourg. Abandonner la route à Deli Vitré. Est-ce qu'il a fini une course? Là, il a fini le Trofeo Alcudia, Port d'Alcudia, où il a fini 54e. Abandon sur le Tour du Turquie aussi. Faut quand même le faire pour être hors délai sur une étape du Tour du Luxembourg. Ça s'appelle un petit peu du niveau. Tu vois, quand je parlais de coureurs qui n'avaient quasiment rien à faire dans le monde professionnel, au moins en deuxième division, on en a l'exemple. Deuxième exemple, Victor Langelotti, le seul coureur, je pense, monégasque en deuxième division, qui, lui, n'a jamais fini une course. Hein, je crois que en début de saison, c'est au mois de juillet. Mais de ma vie, je crois que souvent, je regarde son nom, parce que je crois qu'à chaque fois que je vois son nom, il a abandonné. Alors lui, professionnel depuis 2018. Bon, voilà, coureur monégasque. Est-ce qu'il finira toutes ses courses en 2022? Grande question, grand débat du côté de Victor Langelotti, coureur monégasque. Voilà. Vive Monaco, mais je ne suis pas sûr que ça donne une bonne image de Monaco quand on a ce type de niveau au niveau de certains sportifs. Je termine avec Michael Reim, qui a 28 ans, donc passé chez Israël, passé chez Amor et Vita également, en tout début de carrière. 3e du classement de la montagne du Baltic Chain Tour avec une 6e place au général, 5e place du Visgard 4 Bicycle Race Grand Prix Pologne, vainqueur du championnat d'Estonie sur route, premier de la 3e étape du Tour de Bulgarie, 13e du Tour d'Estonie. Donc voilà, un profil intéressant. Un profil qui, de toute manière, premier de la Belgrade Banja Luka. Donc de toute manière, c'est un profil qui ne fera pas de mal à cette équipe, parce que vu les résultats, au moins Michael Reim, il peut apporter une victoire pour cette formation, ce qui sera peut-être la seule victoire de l'année. Donc faut en profiter, hein, quand on a un coureur comme ça qui est plutôt pas mauvais sprinter, qui a eu des bons résultats chez les professionnels, il faut en profiter, hein, parce que bon, chez Burgos, on peut pas dire que l'effectif soit pléthorique de ce côté-là. Et puis je termine avec André Madrazo, 33 ans, André Madrazo, qui est depuis 2019 chez Burgos, qui est passé chez Delco, chez Cararura, chez Movistar, mais ça remonte quand même il y a quelques années. Il avait commencé chez Scott American Beef, pour ceux qui se souviennent, c'était le nom de l'équipe après Saunier Duval. Une demi-saison sous Saunier Duval, il y a le Tour 2008, l'affaire Ricardo Rico, et ensuite ça s'appelait Scott American Beef, avant ensuite de s'appeler Fuji Servetto. Et ensuite, je crois que l'équipe a terminé, je crois, sa carrière avec le nom Geox. Je crois que c'était l'équipe Geox, une équipe où il y a eu pas mal de dopage. Donc ensuite Caisse d'épargne, Movistar, et ensuite Cara Rural, où il y a eu aussi pas mal de dopage en passant. André Madrazo, c'est le seul coureur qui peut me faire regarder cette équipe. Vraiment. Parce que très bon baroudeur, vainqueur d'une étape du Tour d'Espagne en 2019, qui reste le dernier, je dirais, gros résultat de Burgos. Deuxième d'une étape deuxième du Giro d'Alemilia. Donc voilà, c'est quand même un coureur qui a eu des bons résultats. Deuxième du classement de la montagne du Tour d'Espagne, même si aujourd'hui il est quand même un peu moins performant qu'à une époque, mais c'est l'un des rares coureurs quand même intéressants de cet effectif. Je disais, avec Jet Sebol, avec Daniel Navarro et Michael Reim aujourd'hui. Donc Michael Reim, pardon, aujourd'hui. C'est sûr que sinon
c'est un peu le néant. Mais son année 2021 n'a pas été exceptionnelle, donc s'il peut un peu nous inquiéter par rapport à son état de forme et par rapport surtout à sa condition physique aujourd'hui. Il a 33 ans, équipe qui n'a pas beaucoup de moyens, donc peut-être que physiquement c'est plus le top, et puis peut-être aussi qu'il est un peu fatigué du monde professionnel. On passe au maillot 2022 de Burgos. Pas de changement, toujours ce violet, avec un peu plus de rose, j'ai l'impression. Sur le maillot, mais ça reste la même base, hein. C'est un maillot qui se reconnaît, à part quand vous voyez la Bardiani, des fois vous pouvez avoir des petites surprises, mais bon, il y a quand même des différences avec la Bardiani manche verte, et là il n'y a pas le bout des manches vert, donc normalement on reconnaît quand même plutôt bien. Le maillot de Burgos, c'est peut-être le seul truc intéressant de cette équipe, c'est son maillot. Parce que je trouve que le design est du haut au moins du maillot, pas du short, mais du haut du maillot est plutôt intéressant. J'aime bien ce violet rose. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo également sur les réseaux sociaux. Nous, on se retrouve prochainement pour parler de Cara Rural. Saison également pas exceptionnelle de la part de Cara Rural, même si je crois qu'il y a eu quand même plutôt beaucoup de victoires. Et puis on aura également Drone Hooper assez vite et Holo Cometa pour les 3 prochaines vidéos. Les équipes françaises Arkea et Total Energy arrivent en fin de programme, vraiment en toute fin de programme. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.